mois de mai. On parle de fleurs aussi. Mois de mai, c'est le muguet. Et quand on dit muguet, c'est une beauté. Mais de quelle beauté? Le muguet, ça a un message. Message en barreau. Et pour se faire fleur, on parle aussi de dame, belle dame. Et aujourd'hui, en barreau reçoit, pour la première fois cette année, une femme, qui n'est autre ici que Louva Ranourmar. Enchantée et surtout, bienvenue dans notre émission. Merci, bonjour Prisca. Quelle belle introduction, merci beaucoup. Oui, merci, mais on ne va pas se remercier, on a encore beaucoup de minutes à passer ensemble, mais porte-parole, directeur des affaires internationales, c'est lourd, hein, et ça a une certaine responsabilité. Vous avez commencé en tant que directeur de communication au niveau de la présidence. Directeur de cabinet. De cabinet, oui. Directeur de cabinet. Au niveau de la présidence. Par la suite, maintenant, c'est plus fort. Parler au nom de, pour Madagascar, la population et ailleurs aussi. Alors, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est... Comment c'est? Rien n'est facile. C'est très complexe et comme vous avez dit très justement tout à l'heure, c'est un rôle qui est lourd, une grande responsabilité que je prends. Donc maintenant, ça fait presque 6 ans que je suis à la présidence. En effet, j'étais directrice de cabinet de la présidence, ensuite directrice de communication, et donc maintenant directrice des affaires internationales et porte-parole du président de la République. Je disais, c'est difficile et complexe parce que mon rôle est double. Tout d'abord, donc j'ai ce rôle de directeur des affaires internationales où je dois défendre et voir toute la stratégie diplomatique du président, mais surtout aussi du pays, et on travaille en étroite collaboration avec le ministère des Affaires étrangères là-dessus. Et puis d'autre part, donc, la responsabilité qui sont sur mes épaules, que j'ai accepté avec beaucoup d'humilité, c'est de porter la parole du président, et qui n'est pas toujours facile, puisque je vais donc de transmettre un message, donc transmettre les messages du président, à défendre la vision du président, à défendre aussi à travers donc les instructions du président au niveau du gouvernement, mais aussi de rassurer la population sur certains points. En gestion de crise, nous en avons eu plusieurs ouais. Depuis, donc c'est presque 6 ans maintenant. Et comme on dit, parfois on doit aller débunker, comme on dit dans le jargon journalistique et médias et communication, des situations où on a très souvent de la malformation, des rumeurs, des fake news qu'on a au quotidien. Donc voilà, c'est un peu mon champ de bataille et mes axes d'intervention au niveau de la présidence. Alors, vous êtes parfois présente et parfois absente. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un paramètre? Alors, il est essentiel aussi de respecter le rôle de chacun. Comme mon titre le dit, je suis porte-parole du président de la République, mais avant moi, il y a quand même le porte-parole du gouvernement, il y a la directrice de communication de la présidence, il y a la directrice de communication, la ministre de la Communication et de la Culture au niveau du gouvernement, et puis il y a également, ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est cette étroite collaboration et coopération que j'ai avec le ministère des Affaires étrangères. Donc je prends la parole lorsqu'il est nécessaire et qu'il soit pertinent pour que j'appuie ou que j'amplifie des messages du président. Alors pour Louva Ranourmar, quand est-ce qu'elle sent, le porte-parole sent que le message est passé? Alors tout simplement, et je pense que vous le savez, lorsqu'on parle, alors il m'arrive également de faire des discours au niveau des événements auxquels je dois représenter la présidence. Et il y a une chose, c'est que lorsqu'on fait passer un message, on le voit à travers les yeux de l'audience. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est les retombées. C'est-à-dire que ça soit que je fasse une intervention à la télé, à la radio, ou tout simplement quand je discute avec des gens lambda qui veulent des informations, quand il y a un répondant et quand il y a une personne en face qui va aller reprendre cette information et va se dire « Tiens, j'ai compris ce qui s'est passé, je suis
Je vous prends un exemple, ça sera plus simple. Récemment, il y a donc maintenant quelques semaines, avant donc, la venue du président Emmanuel Macron, l'organisation du sommet de l'Océan Indien, il y a eu plusieurs rumeurs qu'on a essayé de véhiculer, on va dire, par l'opposition, sur un certain nombre de points qui va aller déstabiliser la population. Vous parlez par exemple du moyen de transport qui sera... Moyen de transport, et pire encore, on a essayé de dire au VAOC qu'il ne fallait pas, on n'avait pas le droit de sortir sans chaussures dans la rue. Ça, c'est quelque chose qui tient à cœur les Malagasy. La maman, le papa, les enfants veulent aller voir qu'est-ce qui se passe dehors. Il y a Emmanuel Macron qui va passer avec son épouse, d'autres chefs d'État qui vont passer. Il y a un grand tam-tam et une grande communication autour. Il y a une grande fierté qu'on veut mettre à la population qui ressentent cette fierté nationale. Et puis à côté, on a des gens qui disent non, sortez pas, on va aller la police va vous appréhender, vous allez être en prison parce que vous allez vous promener avec vos pieds nus dehors. Alors c'est ce genre de choses, par exemple, là où je disais débunker tout à l'heure, c'est de rétablir la vérité et de dire tout simplement, rassurer à la population. Mais ce n'était pas l'ordre, par exemple, aux autres de le faire valoir, de prendre part et de sensibiliser. Pourquoi le porte-parole de la présidence? Alors, ce qui est assez, on va dire, complexe, comme je disais tout à l'heure, c'est que bien évidemment, avant que ça n'arrive à la présidence, ce que je disais, c'est qu'il y a plusieurs responsables. Et il a été répété plusieurs fois, le ministère de la Sécurité publique, avec toutes les forces de l'ordre, ont fait plusieurs sensibilisations. Mais il était essentiel pour nous, à la présidence, à quelques jours de ces deux grands événements, de clore un peu le débat et de dire voilà, on chapeaute la communication, on se dit voilà, qu'est-ce qui s'est dit depuis ces quelques semaines, on fait un petit résumé, un petit wrap-up de ce qui s'est passé. Et puis de finalement dire quelle est la vraie information qu'on doit faire transmettre à la population quand on a des situations similaires. Alors vous avez parlé de fake news, de mésinformation, de désinformation, il y a aussi des vérités quand même, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui, alors là c'est la force de la technologie qui est là aussi, les réseaux sociaux qui montent en puissance. Réseaux sociaux qui veut dire vérité, partage, souciance, mensonge, questionnement. Comment faire face à tout cela, vous en tant que porte-parole, mais surtout aussi dans la communication? Les réseaux sociaux sont devenus un média à part entière. C'est un sujet à débat qui dure depuis des années maintenant. Alors, après, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça s'amplifie encore davantage. Mais je pense qu'il n'y a pas que du mal dans les réseaux sociaux. Il est important de savoir l'utiliser, de savoir mettre ses limites, de savoir de quoi je veux me nourrir, de quoi je veux... alors c'est d'ailleurs des algorithmes qu'ils mettent, quand vous rentrez dans vos moteurs de recherche, ou sur Instagram, ou sur Facebook, ou sur Twitter, dans le moteur de recherche, ils enregistrent vos intérêts. Oui. Donc ils analysent tout votre comportement et ils savent très bien comment vous pensez. Donc c'est à vous finalement, à chacun de nous, de se dire mais est-ce que je veux qu'ils me contrôlent? Qu'est-ce que je veux voir? Et c'est là où je dis il faut faire très attention, parce que ça peut être un outil très utile au niveau de l'éducation, au niveau de l'entrepreneuriat, même de l'administration. De la communication tout court. De la communication tout court, finalement. Oui. Mais il faut avoir ses limites, il faut savoir l'utiliser. Je donne souvent l'exemple de l'AI, de ChatGPT, où il est essentiel de savoir utiliser cet outil. Il a été pensé intelligemment. On peut dépasser toutes les réflexions et toutes les analyses inimaginables avec cet outil, mais il faut faire très attention à l'utilisation. Donc, je pense que pour résumer, c'est vraiment la formation qu'il faut. Ouais. La formation des jeunes, la formation de tout un chacun sur chaque outil,
sur cette communication digitale qui commence à s'amplifier et qui va de pair avec l'évolution hein, de l'économie et l'évolution du monde auquel on vit. Et donc c'est là où il est vraiment essentiel, et c'est au cœur des priorités du président de la République, de mettre en avant cette formation des jeunes dans la digitalisation. On aura dans quelques mois le palais du futur et de l'innovation qui va être au niveau du lac Arrive, qui va rassembler en fait tous les jeunes dans le numérique, dans l'IT, dans tout ce qui est digitalisation finalement, pour pouvoir les former, pour pouvoir dans les champs en fait de développement de tous ces jeunes. Rentabiliser, exploiter un bon escient. Et je suis très certaine qu'il y aurait probablement des experts de ces réseaux sociaux qui vont venir et qui vont donner des formations à nos jeunes et puis à ceux aussi qui sont intéressés, bien sûr. Oui. Quand on dit aussi réseaux sociaux, digitalisation, ça ne s'arrête pas au pays, ça va ailleurs. Donc le jeu ne compte plus, c'est nous. Quand on parle. Alors, des relations internationales, c'est assez vaste, mais vu aussi la situation géopolitique, il y a vraiment un tremblement aujourd'hui, tremblement économique, commercial, mais également de guerre, comme on le dit. On pensait à une troisième guerre, mais c'est une nouvelle forme de guerre qui se passe aujourd'hui, et tout le monde est dans le collimateur, tout compte fait. On ne maîtrise presque plus. Et même lié, tenez-en, s'incruste très facilement dans les réactions vives ou points d'interrogation. Alors nous, de nos relations internationales, où est-ce que nous en sommes? Est-ce que on est bien orienté? On sait où est-ce qu'on va? Alors, vous l'avez dit très justement tout à l'heure, hein, nous sommes en train de vivre des événements et une situation qu'on n'a jamais vue hein, depuis des décennies, voire plus. Hein. La situation est bouleversante et j'ai envie de dire cette restructuration d'alliances au niveau des grands pays nous permet aussi de revoir notre stratégie et notre approche. Sortir du conventionnel, par exemple? Alors, Madagascar, en tout cas, a choisi d'avoir une approche plutôt pragmatique. D'accord. Nous n'avons pas d'ennemis, nous avons besoin de tout le monde. Et au regard de tous les partenariats qu'on a eus avec tous les pays qui sont présents à Madagascar, les relations sont plutôt bonnes. Et nous pensons que c'est cette approche justement pragmatique et qui soit pensée toujours à l'intérêt de la population de Madagascar, dans le développement de tous les secteurs que nous avons dans le PGE finalement, soit orienté et surtout que ce soit un partenariat gagnant-gagnant et que nous pensons toujours à chaque négociation, à chaque relation que nous avons avec tous ces pays, à la souveraineté du pays. Et c'est là où il est essentiel quand même de marquer que donc depuis ces presque 6 ans maintenant, nous avons pu asseoir une image de Madagascar qui soit différente de celle qu'on avait avant. C'est-à-dire que je pense que Madagascar a réussi à avoir une maturité démocratique en termes de, si je peux citer, relationnel, mais même au niveau des élections qu'on a eues, les 3 élections qu'on a eues, présidentielles d'abord, où le président a été élu au premier tour. Nous avons eu ensuite les élections législatives où on a eu à l'Assemblée nationale la majorité, plus que la majorité. Nous avons eu également dernièrement donc, les élections municipales où Antananarive... Mais est-ce suffisant alors, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui économiquement déjà? Il est essentiel, c'est essentiel. C'est pour ça que je tenais à l'appuyer, parce qu'on ne peut pas développer un pays sans la stabilité. Connaissant l'histoire de Madagascar, on a toujours eu des crises politiques finalement où les grandes puissances, les investisseurs surtout de tout pays, n'ont pas confiance au pays, puisqu'ils vont se dire tiens je vais mettre mon argent, mais qui dit que demain il y aura un coup d'État, il y aura une manifestation sur le 13 mai, etc. Comment est-ce que je sécurise mon argent? Donc c'est là où j'appuie cet argument essentiel, c'est cette maturité démocratique qu'on a ressentie. Et même, on le sait, maintenant on a une opposition qui est là,
et qu'on a vu à travers ces 3 élections, qui font du bruit pour, on va dire, se faire entendre et ensuite essayer de rameuter le plus de personnes, mais qui arrivent difficilement alors à rassembler au sein même de l'opposition. Et il y a une stratégie certainement qu'il faut revoir. Mais pour nous, en tout cas au niveau du gouvernement, c'est une opportunité pour avancer. C'est une opportunité pour continuer Le gouvernement, à travailler. est-ce que les ministres suivent ce rythme? Alors, il y a une chose, c'est qu'effectivement, le président qu'on connaît sous le surnom de TGV, à grande vitesse, va très très vite. Il va très très vite sur les instructions, sur les projets. On n'a pas fini un autre projet que ça y est, il a déjà une vision sur un projet qui soit toujours dans l'intérêt de la population malgache. Et c'est là où, effectivement, parfois, on ressent un certain nombre de ministres qui ne suivent pas, ou peut-être, si je puis dire, ont des équipes qui ne l'orientent pas, ou peut-être qui ne le conseillent pas suffisamment pour aller atteindre ses objectifs. Mais d'une manière générale, en tout cas, et c'est là le rôle de la présidence, c'est qu'on est là aussi pour les accompagner et les appuyer pour atteindre ces objectifs que le président a posés. Oui. Alors, des relations toujours internationales, recevoir les rencontres internationales. On a eu les Jeux des îles, on a eu dernièrement le COI, et puis prochainement la SADC. Entre-temps, il y a eu aussi d'autres événements internationaux. Mais qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Et où était la faille? Effectivement, il est essentiel toujours de faire un débrief et un retour un peu en arrière, de voir, d'analyser quelles ont été les lacunes et quelles ont été quand même aussi les réussites et les succès. J'ai commencé par les lacunes, on va dire. En termes d'organisation, nous avons quand même été très ambitieux. Et c'est avec beaucoup d'audace, finalement, que vous avez cité tout à l'heure les Jeux des îles de l'Océan Indien, qu'on a préparé en quelques mois. Il y a même eu une personne de l'opposition qui avait dit voilà, ça ne sera jamais prêt à temps, et pourtant après, il a fait lui-même une déclaration pour saluer les efforts et la réussite de cet événement. Pareil pour le COI, où on a déployé énormément, donc on a pris aussi les ministères, on a pris au niveau également de même de la population, de sensibiliser les personnes. Et je pense que si on prend du recul, il est essentiel de travailler plus tôt pour pas toujours être dans le rush, pour avoir un meilleur résultat. On a un résultat qui est déjà très positif et notre président est perfectionniste, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux avec plus de temps de préparation et plus de mobilisation aussi au niveau de chaque partie prenante. Alors là, on va nous aider, on nous aide déjà. Les relations bilatérales jouent aussi leur jeu. Bien sûr. Tenez par exemple la Chine. Exactement. Qui donne les 16 très belles voitures de luxe pour les 16 chefs d'État qui seront présents pour la SADC. La question qui se pose, mais après, où est-ce qu'elles vont aller ces voitures? C'est ça. C'est une vraie question parce que, en effet, il y a eu déjà un cas similaire il y a quelques années lors d'un événement. Et c'est là où il est essentiel, encore une fois, d'avoir ce gage de confiance que ces pays, que je disais, frères et partenaires sont là avec nous, de se dire, voilà, tiens, on va faire une dotation de voitures, de véhicules à Madagascar, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et c'est à nous de prouver, justement, qu'on est capable de maintenir l'entretien de ces véhicules. Lors du dernier conseil des ministres la semaine dernière, nous avons évoqué l'entretien, parce que essentiellement, c'est ça le vrai problème, c'est qu'est-ce qu'on est capable de les mettre au garage, de les faire les entretiens plus tard, quand on n'aura plus des événements. Et il faut ne pas oublier également, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est dans une dynamique maintenant de présence internationale. On aura très certainement d'autres événements qui vont venir. Je disais tout à l'heure sur les partenariats diversifiés qu'on a avec tous les pays. On a les Émirats arabes unis, nous avons également les États-Unis, nous avons la Chine. Mais quelles sont les contreparties? Alors, il est sûr et certain que ces pays
ont leur intérêt sur ces échanges. On le sait, par exemple, que la Chine est très présente dans les infrastructures routières, quelques immeubles également. On a l'exemple du Kanza-Barea qui a été créé par une entreprise chinoise. Les Américains sont sur le grand projet de base Tuléar maintenant, et d'autres, bien évidemment. Et puis les Émirats arabes unis sont plutôt dans l'hôtellerie, et puis voire dans le tourisme, et puis ils sont encore en train de voir finalement les secteurs qui pourraient être intéressants pour eux. Et c'est comme dans tout développement de pays émergents, il faut qu'on arrive à sécuriser encore une fois cette souveraineté nationale, et surtout que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. C'est-à-dire fonctionner et avancer dans ce tourbillon géopolitique d'aujourd'hui, trouver être win-win aussi quelque part. Mais des relations bilatérales et internationales, quels sont nos atouts? Tout compte fait. Nos atouts sont très connus de tous. C'est notre richesse, que ce soit la richesse de nos terres, nos ressources qui sont innombrables, que ce soit la richesse de la terre, richesse de la mer, et même les ressources humaines qu'on a. On a un vivier de jeunes et de femmes qui sont compétents et le chômage qui n'attendent qu'être exploités. Et je pense que c'est ça, justement, que maintenant qu'on a la lumière sur Madagascar en ce moment, dans l'océan Indien, en Afrique, et puis même dans le monde maintenant, cette exposition, on va dire, de Madagascar sur la scène internationale va avoir des conséquences positives sur la population et qu'il faut qu'on maîtrise, nous, au niveau du gouvernement, au niveau de la présidence, pour pouvoir être à la hauteur aussi. Et nos faiblesses alors? Qu'est-ce qui manque encore? Alors, si je peux citer une faiblesse qui nous a énormément marqués, que je peux citer ici en exemple, c'était lors de la présentation de notre candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. On a été très audacieux à le faire. Nous avons présenté un candidat qui a tout le bagage qu'il faut, qui a créé un débat, mais finalement, lorsque on avait fait donc cette tournée de campagne au niveau des pays, des grands pays africains, on a été félicité justement par cette audace, pour un petit pays comme Madagascar d'aller se présenter à une telle position stratégique au niveau de l'UA. Et surtout, ça a été porté par le leadership du président de la République qui, à chaque mission internationale, moi je peux tenir témoin, c'est qu'à chaque intervention, il est applaudi par ses pairs, par les délégations qui sont présentes, parce qu'on veut toujours marquer notre vision, on veut marquer nos objectifs, on veut faire entendre la voix de Madagascar autrement et surpasser ces idées reçues de Madagascar, tout ce qui est négatif, etc. Et de dire qu'on a du potentiel, venez à Madagascar, etc. Donc ce qui s'est passé en fait pour le candidat et qu'on a remarqué après analyse, hein, on a eu bien sûr toutes les félicitations des grands présidents d'avoir présenté ce candidat, mais après l'analyse, on a vu, et même au moment du vote, hein, lorsqu'on était pendant donc, la grande réunion de l'Union africaine, nous ne sommes pas suffisamment encore assez influents et pas suffisamment grands encore pour marquer notre voix. C'est-à-dire que les pays qui ont été... Bon, Djibouti a été élu, hein, mais parce qu'il y a eu ces influences, on va dire, qu'on ne sait pas encore faire, ou peut-être qu'on ne saura jamais, mais qui a ces stratégies géopolitiques qui ont été déjà menées depuis longtemps entre eux, et que nous sommes un tout petit peu nouveaux. Ils savent anticiper. Voilà, ils anticipent, et j'ai envie de dire aussi qu'il y a eu une certaine influence. Un lobbying. Voilà, c'est un vrai lobbying que nous commençons, nous avons découvert comment le faire et que nous allons encore amplifier, puisqu'on a une grande ambition aussi, c'est d'être président de l'Union africaine. Donc il faut qu'on s'arme et qu'on retrouve aussi comment est-ce que ces pays-là ont avancé stratégiquement dans cette élection. Mais là, c'est véritablement une des faiblesses, c'est que nous n'avons pas été suffisamment grands, c'est-à-dire on était très ambitieux, audacieux, mais... Sans doute aussi, ce sont les rôles de nos représentants à l'extérieur, les ambassadeurs et tout. C'est pas uniquement représenter Madagascar, le drapeau, mais circuler, entre guillemets,
vendre. Il y a effectivement, il y a un rôle très certain de nos agents diplomatiques dans chaque pays, effectivement. Mais aussi, il y a un vrai rôle aussi d'intérêt de chaque pays, de ces pays qui ont voté pour la Djibouti. Quels sont leurs intérêts au niveau de Djibouti? Et puis c'est là où je dis encore une fois, c'est que lorsqu'on a cette dynamique maintenant, pour que les investisseurs, que cette stabilité est là, c'est plus ou moins gagné. On a des investisseurs qui s'intéressent, on a la grande lumière sur nous, et qu'on arrive à attirer ces investisseurs qui viennent de tout le monde entier. Alors si on arrive à avoir aussi des partenariats, on va dire sud-sud avec les pays africains, et c'est là où il y a ces influences qui peuvent être jouées pour des futures coopérations et collaborations avec ces pays africains. Sujet qui fait tiquer, les îles Éparses. Alors, on y va ou on n'y va pas? On garde ou on ne garde pas? On doit y aller. C'est une grande responsabilité, un grand engagement que Monsieur le Président de la République a donné. Et je pense que c'est le seul qui a osé franchir le pas d'aller au Palais de l'Élysée, dire à son confrère nous revendiquons les îles Éparses, les Nenus Malagasy. Maintenant, comme il l'a dit dans son intervention, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, premièrement, parce que la France est bien établie là-dessus, bien que les Nations Unies ont déclaré que ce sont les îles de Madagascar. Il y a des déclarations de 79-80. Exactement. Et c'est là que, finalement, le président, il a dit dans son intervention de dimanche, c'est est-ce qu'on est suffisamment grand, est-ce qu'on est suffisamment fort pour aller confronter la France? Je pense qu'on a la réponse. Et c'est là où il faut travailler et faire une grande réflexion et penser intelligemment. La diplomatie intelligente. Et avec cette diplomatie intelligente, exactement. Qu'est-ce qu'on veut? On a franchi le pas de demander justement ces îles, qui n'était pas chose facile, et qu'ensuite, il faudrait... Alors c'est là où le président nous dit très souvent, lorsqu'on a ce sujet en interne, c'est qu'il nous dit il est important qu'on soit solidaire dans les grandes décisions pour le pays. Il entend solidaire entre tous les Malagasy. Si on a un objectif, le président a dit nous allons avancer avec les Éparses, il ne faut pas que les autres à côté vont aller trouver les moyens pour que ça ne se fasse pas. C'est pour l'intérêt de Madagascar, pour l'intérêt de nos générations. Donc ça, c'est une chose. Il faudrait qu'on soit solidaire et qu'on aille tous dans la même direction là-dessus. Deuxièmement, ce qu'il avait évoqué également, c'est que si on ne va pas dans cette confrontation, il faut qu'on pense justement à la subtilité de cette négociation. Donc, il a été accordé cette réunion de la deuxième commission mixte. Le 30 juin. Qui sera le 30 juin à Paris. Et là, les discussions vont reprendre. Et puis, s'il y a discussion, c'est qu'il y a espoir d'arriver à une solution qui soit acceptée par les deux parties. Et puis, c'est là où il est essentiel de remercier et de se dire quand même qu'on a un chef d'État qui ne lâche pas l'affaire et qui va aller, effectivement, pendant la discussion bilatérale qu'il a eue avec le président Emmanuel Macron, ils ont échangé là-dessus, mais il a tenu à ce que cette date soit annoncée et qu'on poursuive les discussions dans cette optique toujours de trouver une solution et d'arriver justement à une solution qui soit acceptable pour tous, et encore une fois dans ce partenariat de gagnant-gagnant. Oui. Alors, 47%. On vous donne 3 mois et on y reviendra. Nous sommes à 1 mois et demi. On parle ici des États-Unis par rapport à l'importation. Oui. A-t-on une solution au jour d'aujourd'hui par rapport à toutes ces entreprises, ces zones franches qui sont en point d'interrogation, qui s'inquiètent? C'est un vrai sujet qui est évoqué et qui est en top priorité dans chaque conseil des ministres, conseil de gouvernement et même des conseils restreints, pour vous dire à quel point le président de la République et le Premier ministre attachent une importance là-dessus, puisque comme vous le dites, c'est plusieurs emplois, c'est plusieurs aides aussi à la population, plusieurs aides aussi au niveau
les institutions internationales qui sont ici à Madagascar. Je parle de ce mouvement et ce changement que l'administration Trump est en train de mettre à Paragoa, et qu'on comprend tout à fait. Je veux dire, c'est une politique, c'est une stratégie qu'ils ont choisi de faire, et que je pense que chaque pays doit repenser à voir comment est-ce qu'on s'allie, ou comment est-ce qu'on va aller ne pas être trop dépendant d'un pays ou d'un tel, sortir etc. du conventionnel, encore une fois. Exactement. Et pour revenir à l'AGOA, le ministère de l'Industrie et du Commerce ont fait une mission spéciale aux États-Unis il y a quelques semaines maintenant, avec le ministère des Affaires étrangères, et puis le MEF aussi, le ministère de l'Économie et des Finances également été représenté, avec bien évidemment Madame l'ambassadeur de Madagascar à Washington DC, pour trouver des solutions. Donc nous avons regardé les personnes qui soient influentes justement dans l'administration américaine dans un premier temps. Nous avons questionné et voir aussi l'implication des entreprises américaines qui sont à Madagascar. Je citais tout à l'heure Bas Tuléar, qui est un sujet très important pour eux. Ouais. Et finalement, de montrer, de prouver, de se dire qu'on a de grands intérêts à ce qu'on soit entendu. Et finalement, c'est ce que l'administration Trump attend, c'est qu'il y ait ce mouvement de manifestation d'intérêt d'un certain nombre de pays. Et d'ailleurs, Madagascar a été élu pour diriger ce petit comité de revendication au niveau de l'administration Trump, avec quelques pays asiatiques et africains également. C'est Madagascar qui lead en fait ce comité de réflexion et d'appui à convaincre et à négocier avec l'administration Trump. Mais on reste confiant dans les négociations qui vont se poursuivre. Et puis, encore une fois, on doit s'adapter. Oui. C'est donner et recevoir win-win à chaque fois maintenant. C'est ce qu'on demande de part et d'autre, de toute façon. Alors, c'était votre embarras. Le temps passe trop vite, mais... Déjà. Oui. En tout cas, porte-parole, des mots justes, maîtriser le sujet, savoir son pays et savoir qui est en face. Et c'est aussi pour les affaires internationales. Merci à vous. Merci beaucoup, Prisca. Merci à vous. Trouver les mots justes, savoir qui est en face de soi, comprendre soi, mais surtout l'autre. L'autre, c'est le peuple, Madagascar, et puis évidemment l'international. C'était votre embarras, madame. Merci Prisca, et merci pour ce beau plateau et plateforme d'échange dans l'émission Embarras, et puis merci à l'Alliance 92 également, et News Mada. Merci beaucoup.